Walnut Grave. Écrit et lu par Romain Patureau. Tout est question de rédemption. Le district ouest n'était pas uniquement la ruche artistique de Walnut Grave. Il abritait également le pouvoir politique de la ville. Écrasée entre deux immeubles froids et sombres, la mairie de Walnut Grave prenait la forme d'une petite maison en bois dont les bâtisseurs avaient dû être balayés soit par le massacre des Creeks de 1814, soit par la grande épidémie de 1847. Au fil des années, la végétation des Appalaches avait ravagé les habitations abandonnées. Au retour des colons en 1877, cette petite maison de bois était le seul bâtiment à avoir résisté aux détériorations du temps. Elle fut dès lors reconvertie en quartier général pendant que la reconquête de Walnut Grave avançait lentement. Et à mesure que la ville gagnait du terrain sur la forêt menaçante, la maison miraculée devint la mairie locale. En mai 1913, l'antre de la municipalité n'avait pas changé. Elle attendait toujours d'être rénovée pour rattraper les autres constructions alentour qui s'élevaient dans le ciel. Mais l'argent public manquait, détourné pendant plus de 30 ans pour servir les seuls intérêts du syndicat des travailleurs. La libération avait beau avoir entraîné une rentrée importante de fonds, l'embellissement ne semblait toujours pas au centre des préoccupations de la municipalité. Dans le petit vestibule de la mairie, Robin s'impatientait. Après ces longues semaines passées à subir le mécontentement de la plèbe, le chef des Minutemen sortait harassé des combats juridiques qu'il avait dû conduire. La haine du gang des suicidaires avait été une épreuve physique des plus dures à supporter. Cette fameuse nuit continuait de hanter ses songes. Ses blessures avaient amplement eu le temps de se résorber, ne laissant que de petites cicatrices sur son torse et son visage. Ses yeux fragiles furent également soulagés par de petites lentilles thérapeutiques directement fixées sur ses globes oculaires. Une innovation dont il avait vaguement entendu parler lors de ses études à Philadelphie. Ces artifices étaient lourds à porter. Ils fatiguaient ses mirettes qui rougissaient s'il les gardait trop longtemps. Et pourtant, il les préférait à ses anciennes lunettes qui avaient démontré leurs limites cette fameuse nuit. Alors qu'il luttait, assis contre sa jambe qui tremblait d'angoisse, l'envie de gratter ses orbites réapparut. Depuis plusieurs semaines, cette démangeaison ne le quittait plus. Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il rendait visite au maire et à sa cour politicienne. Depuis des mois, la tension grandissait entre les Minutemen et la ville qu'ils avaient juré de protéger. Jusqu'à présent, la diplomatie l'avait emporté sur la fougue populaire. Mais Robin savait qu'il ne devait pas lâcher la pression sur le conseil municipal. L'un des derniers alliés soutenant cette cause qui n'avait jamais été pensée pour s'éterniser. Face à Robin, un homme massif en uniforme militaire grommelait dans sa barbe, les yeux baissés vers un dossier qu'il ne cessait de feuilleter. L'inconnu n'avait même pas salué le médecin quand il était entré. Tant pis pour la politesse, Robin tourna la tête vers son camarade sur sa gauche. À ses côtés, silencieux lui aussi, Martin Bester ne cessait de caresser sa chevalière. Son air renfrogné inquiétait Robin. Thomas Mandrake avait été dur avec lui cette fameuse nuit. Il avait ciblé à la fois son honnêteté et son animosité pour son épouse. Robin n'avait pas connu Carol Adams,
mais Pauline l'avait brièvement côtoyé dans le cercle très fermé de la société des dames de Walnut Grave. À l'époque, elle la décrivait comme une femme très caractérielle, suffragette de salon, cherchant toujours à blesser l'orgueil des autres épouses de l'association. Son évaporation dans l'air un beau matin demeurait un mystère pour les autres femmes. Certaines langues de dragon avaient colporté l'hypothèse d'une dispute conjugale tellement violente qu'elle avait poussé Carol à fuir à toutes jambes cet homme dont la bonne foi engendrait la méfiance. En regardant le shérif, Robin eut du mal à accepter cette affreuse rumeur. Martin pouvait se montrer très imaginatif quand il s'agissait d'user de la force. Mais cette colère ne semblait pas omniprésente. Le médecin s'embourba dans sa réflexion et regretta de ne pas avoir connu Martin plus tôt, avant les Minutemen. Tu as eu des nouvelles de Carol récemment ? Martin bloqua quelques secondes avant de répondre, visiblement surpris. Évidemment. Elle passe ses journées à chatouiller les nuages de l'Arkansas avec son père. Elle m'a dit qu'ils projetaient de traverser tout le pays à bord de leur oiseau métallique. Ils lui ont même trouvé un petit nom, le Sky Sapphire. Ça m'étonnerait pas qu'on en parle dans le journal d'ici quelques mois. Il y avait une certaine allégresse dans la voix de Martin. Étant lui-même lié par le mariage, Robin savait quel pouvoir autant inspirant que destructeur une relation conjugale pouvait avoir. Martin et Carol n'étaient pas un couple ordinaire, et leur union ne semblait fonctionner que par l'éloignement. Depuis plusieurs années, leur rapport ne se limitait plus qu'à leur correspondance manuscrite. Si Martin semblait satisfait de cette approche pourtant si dérisoire de l'amour, Robin avait du mal à envisager que son propre mariage survive à une telle pratique. Et toi, Doc, tu t'es arrangé avec Pauline ? Robin leva un sourcil. Il eut du mal à comprendre l'allusion de Martin. Disons que ce n'est pas la meilleure période pour gérer les désirs de ma promise. Je lui avais juré que notre rôle de garant de la paix ne durerait qu'un temps, mais ça fait longtemps qu'on a dépassé la date butoir. Va dire ça aux flics de cette ville. Mais sérieusement, Rob, tu devrais lâcher un peu la bride par moment. Sinon, ta Pauline, aussi fidèle et aimante fut-elle, finira par te laisser sur le carreau et partir profiter de la vie, de son côté. Robin se contenta de sourire pour dissimuler ses inquiétudes. La vie de son épouse avait failli être détruite par le sadisme du syndicat. Mais l'éloignement dont le médecin faisait preuve à son égard n'était selon lui ni plus ni moins qu'une mise à l'épreuve. Tôt ou tard, Pauline finirait par le rappeler à l'ordre. Elle le réprimanderait pour ces longues nuits d'absence où il revenait auprès d'elle, les yeux rougis par sa dépendance. Un jour, elle comprendrait que son comportement n'était qu'une façade pour cacher son malaise, la seule raison qui l'avait poussé à embrasser la cause de la justice. La porte du salon s'ouvrit enfin et laissa apparaître un des nombreux assistants du maire qui invita les trois hommes à rentrer. Le trio se leva aussitôt et se pressa de rejoindre le grand élu de Walnut Grave. Réajustant son costume vert et son étoile dorée, Martin laissa Robin passer en tête. Le médecin s'immobilisa quand il aperçut une figure familière sortir du salon. Kane Miller avait une mine grave. Il resplendissait dans son ensemble gris clair, le déguisement parfait du gentil directeur qu'il se plaisait à porter la journée. Les deux hommes se dévisagèrent. Monsieur Finger. Monsieur Miller. Ignorant Martin et le troisième homme qui les suivait, le directeur quitta le vestibule sans même se retourner, abandonnant ses deux amis dans leur désarroi. Qu'est-ce que Kane était allé leur dire ?
Cette question rongea Robin alors qu'il observait son ami disparaître dans la rue. Gardant cette énigme pour plus tard, le chef des Minutemen tourna la tête et pénétra dans cette pièce des plus banales que les habitants s'amusaient à appeler la salle du trône. La première fois qu'il y était entré, Robin avait saisi toute l'ironie qui se dégageait d'un tel surnom. À l'instar du reste de la maison, le salon était trop petit pour le nombre de personnes qui l'accueillaient. La pièce, qui empestait le tabac froid, était éclairée par une grande fenêtre qui donnait directement sur la rue et ses tumultes. Devant elle se trouvait un canapé visiblement très ancien, dissimulé par un petit secrétaire qui servait de bureau de fortune à Monsieur le maire. Habituellement, le grand élu de la ville était maître de la pièce. Mais depuis plusieurs mois, il la partageait avec le juge Neville Gardner, qui siégeait à sa gauche. Le vieil homme de loi sourit en voyant émerger les 2 Minutemen. Il se leva, leur serra la main avec des paroles emplies de franchise, puis les invita à prendre place sur le canapé, illuminé par le soleil du Tennessee. En obéissant, Robin constata que le 3e invité, à la figure si bourrue, demeura debout, les bras croisés. Il resta silencieux, appuyé contre un mur. Comme à l'accoutumée, la discussion débuta par un bref échange de politesse qui s'acheva par la grande victoire des justiciers sur la pègre. Robin savait que plus les félicitations à son égard s'accumulaient, et plus les remontrances qui suivraient seraient dures à entendre. Il fut rapidement question de l'état d'esprit de chacun des Minutemen, de l'avancée sur l'enquête liée à la mort du fermier Alfred Rainman, et une nouvelle fois, le maire s'inquiéta de la disparition du cavalier noir. En son fort intérieur, Robin se voyait lui répondre que le justicier masqué venait juste de quitter la pièce. Un rapide coup d'œil en direction du juge Gardner lui suffit pour constater le rictus discret que lui non plus ne pouvait s'empêcher de laisser échapper. Avant d'enterrer son costume en avril, Kane s'était risqué à révéler son secret au vieux Gardner, persuadé qu'une telle audace suffirait à lui prouver sa confiance et sa détermination à apaiser l'ordre public. Une fois la question du cavalier noir réglée, Monsieur le maire reprit la parole. Vous savez, Robin, la chute du syndicat, c'était déjà du bon boulot. Mais la manière dont vous avez mis un terme à la folie de la cabale du crâne noir et à leurs amis les suicidaires, ça, c'était remarquable. Avec vos gars, vous avez su user de la force pour le bien-être de cette ville et de ses habitants. Et c'est une chose que l'histoire, avec un grand H, n'oubliera pas. Robin conserva son calme pendant le monologue de Monsieur le maire. En l'écoutant se perdre dans la futilité des compliments, il observa cet homme âgé, maigre, dont l'élévation politique se devait exclusivement à la bravoure du médecin et des Minutemen. Mais aujourd'hui, tout est différent. Vous avez mis en prison pas moins de 90 personnes en 4 mois. Désormais, et en accord avec les services de police de la ville, nous avons décidé de mettre en place un plan de réhabilitation. À l'unisson, Robin et Martin s'accrochèrent fermement au canapé. Monsieur le maire semblait avoir oublié les 3 dernières décennies de cauchemars qui avaient gangréné la ville. Un court silence régna dans le salon. Le juge Gardner leva les yeux au ciel, visiblement peu surpris par la réaction des 2 justiciers. Et comme Robin le craignait, Martin finit par attaquer. Du coup, c'est quoi la suite ? On relâche toute la pègre et on leur organise une parade de bienvenue ? Avant de répondre, le juge Gardner ne put retenir un soupirement. Monsieur Bester, comprenez bien que nous ne pouvons... Non, je comprends parfaitement. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'emmerde dans cette ville, hein. Il y a 2 mois, on avait les pires criminels de l'Ouest aux fesses. Et maintenant qu'on les a enfermés, vous voulez les relâcher ?
C'est quoi l'excuse? Bonne conduite? Parce que j'en ai marre de me coltiner tous vos assassins. En levant les yeux, Robin tomba sur le regard noir du militaire barbu, au fond de la pièce. Ses tempes gonflaient à mesure que son visage rougissait. Devant le malaise, Monsieur le maire se lança dans les présentations. Messieurs, voici Lance Ostrander, directeur du pénitencier Directeur de du McKean. pénitencier de McKean. Vous savez, le trou paumé où finissent tous vos criminels. C'est moi qui ai fait la demande de réhabilitation. Ôtez-moi d'un doute. Mais les prisons, normalement, c'est pas fait pour garder les gens dangereux? Oui, en théorie. Mais vous avez tellement arrêté de bonhomme que mon établissement est saturé. Ça, c'est votre problème, directeur. Et ça deviendra le vôtre sous peu si rien n'est fait. On en est à la 5e émeute en 4 mois. La moitié du pénitencier cherche à se faire la malle, et l'autre ne pense qu'à taper sur tout ce qui bouge. On est en sous-effectif pour gérer la population. Pour le moment, on tient bon. Mais un jour, ces zouaves sortiront en piétinant mon cadavre. Et après, à votre avis, qui est-ce qu'ils iront chercher ? Martin voulut riposter, mais Robin l'attrapa par l'épaule. Le témoignage du directeur avait suffi à le convaincre. Les Minutemen avaient passé tellement de temps à traquer le crime dans Walnut Grave qu'ils s'étaient mis toute la ville à dos. La minorité opposée au groupe, composée principalement des familles des truands, avait gagné en force ces derniers mois. En y repensant, le médecin trouva assez habile ce nouveau coup de théâtre. Réintégrer certains bagnards au sein de la société semblait la meilleure solution pour renouer le dialogue avec la population. Et ce, malgré les risques encourus. Martin resta muet et Robin prit le relais en se tournant vers le juge Gardner. Admettons que nous acceptions votre proposition. Ce n'est pas une proposition. La décision a été prise il y a 3 jours. Nous tenions juste à vous en tenir informés. Et c'est très aimable à vous. Mais quand vous parlez de réhabilitation, vous ne pensez pas à tout le monde, j'espère. Non, bien sûr que non. Il s'agira d'individus sélectionnés. Les mineurs, les coupables de crimes légers, et comme l'a souligné M. Bester, ceux qui ont fait état d'une conduite exemplaire pendant leur séjour dans le charmant établissement de M. Ostrander, ici présent. Et ça fait... combien ? Pour l'instant, 46 dossiers, ce qui suffira à relâcher la pression sur le personnel du pénitencier, qui pourra de nouveau assurer ses fonctions sans risque de surmenage. Ainsi, tout avait déjà été écrit, de la liste des prévenus jusqu'à la date de leur libération. Alors que ce faux débat se poursuivait, Robin sentait la rage bouillonner en lui. Le plan d'Ostrander était en accord avec ses principes, ce que ne manqua pas d'affirmer le juge Gardner en rappelant le cas de David Schwartz, devenu en une nuit le nouveau sauveur de la ville. Mais, en laissant les Minutemen devant le fait accompli, Monsieur le maire et tous les hommes présents dans la pièce prouvaient leur méfiance vis-à-vis des héros de Walnut Grave. Robin craignait que cet acte de réhabilitation ne soit que le premier pas qui mènerait à la dissolution du groupe et à la perte de son prestige au bénéfice d'une troupe politicienne opportuniste. Luttant pour garder leur calme, le médecin et le shérif restèrent passifs. Ils se contentèrent d'écouter le juge et monsieur le maire se complaire dans leur stratégie. Martin finit cependant par quitter la pièce en claquant violemment la porte. En cause, la présence dans la liste de Gardner d'un nom qui avait été oublié depuis longtemps. Pour son comportement jugé irréprochable, William Stone figurait parmi les prisonniers qui jouiraient de nouveau de la liberté. La simple mention de l'ancien lieutenant de Joe Siegel avait suffi à faire exploser le shérif. Robin, de son côté, ne put qu'acquiescer, impuissant face à la détermination de ses interlocuteurs. Silencieux, il quitta le salon en saluant nonchalamment
le juge Gardner et monsieur le maire. Pendant qu'il marchait jusqu'au perron de la maison, il sentit son corps se mettre à trembler. Sa veine au coude le démangeait, et son cœur l'implorait de le soulager en palpitant de plus en plus fort. Alors que le soleil revenait agresser sa peau, Robin songea à son bureau, au sommet de la tour de garde, où il avait laissé ses produits médicaux et ses instruments. Il imaginait déjà la seringue lui apporter un semblant de paix. Émergeant de l'ombre du perron, la voix d'Ostrander le ramena à la réalité. Écoutez, Finger, c'est pas par gaieté de cœur que j'ai fait cette demande. Et jamais je n'aurais cru un seul instant que ces zigotos l'approuveraient. J'ai perdu pas mal de gars dans cette histoire. Sa voix était désolée, et son visage avait retrouvé des couleurs plus froides. C'était un autre homme que Robin toisait. Un meneur qui visiblement avait beaucoup souffert de la libération. J'en suis navré. Je comprends votre désespoir dans cette affaire. Soyez certain que je ferai tout mon possible pour le succès de cette entreprise. Mais savoir William Stone à l'air libre ne m'enchante guère. L'isolement l'a beaucoup retourné, comme nous tous. Je sais que vous avez d'autres chats à fouetter, mais vous seriez surpris par les ressources que recèle ce type. Il est différent des autres. Différent de Siegel en tout cas. Comprenez bien, mater les petites frappes du syndicat, c'était une chose. Mais quand Mandrake et les suicidaires sont arrivés... Le directeur stoppa dans son élan. Il garda pour lui les épreuves qu'il sous-entendait avoir traversées. Le pénitencier de McKean était trop éloigné de la ville pour qu'elle s'inquiète du sort des criminels qu'elle y envoyait. Avant de retrouver sa solitude, Robin voulut éclaircir cette zone d'ombre dans le tableau si resplendissant qu'avait été la libération de Walnut Grave. Vous avez eu tant de problèmes? Pour être franc, quand un biographe viendra écrire un torchon sur votre histoire de fou, vous devriez me l'envoyer. Parce que le drame qui s'est déroulé chez moi est bien plus intéressant que vos états d'âme. Une fois sa pique lancée, Ostrander salua Robin et le quitta. Il emporta avec lui tous ses secrets. En le regardant s'éloigner dans la rue animée du district ouest, le médecin, enivré par l'appel de la dépendance, songea que son histoire, pour être racontée, devrait d'abord être terminée. Allez Stone, fin du séjour, on te fout dehors. Ah, bah c'est pas trop tôt. Je commençais un peu à m'ennuyer dans votre hôtel, monsieur le directeur. Et du coup, pourquoi je me fais virer? C'est parce que j'ai pas payé mon loyer? Le juge Gardner compte sur toi pour aider les guignols arc-en-ciel dans le bordel qu'ils ont foutu. C'est à regretter le bon vieux temps du syndicat. Pas vrai, directeur? Arrête de faire le malin! Et n'oublie pas, quand tu seras dehors, je compte sur toi pour te tenir à carreau. Mon cher Ostrander, si je m'étais tenu à carreau, jamais j'aurais pu sortir de ce trou.